Il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, je m'envolais pour les États-Unis d'Amérique et j'incrémentais salement mon bilan carbone pour atterrir dans la sainte ville de Cleveland, Ohio, afin d'y réaliser un semestre d'études épiques. Alors évidemment, j'aurais une liste d'anecdotes longue comme les bras de Giannis Antetokounmpo à vous raconter, mais ma vidéo risquerait d'être classée plus 18. Alors, je vous dirai sobrement que j'ai vu The Land. Cleveland, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un peu la Saint-Étienne américaine. La ville est relativement moche et sans grand intérêt. Pour vous dire, le principal lieu touristique c'est le Hall of Fame du rock'n'roll, youhou, qui a d'ailleurs intronisé Biggie et Jay-Z il n'y a pas longtemps. Deux rockers immensément réputés, comme tout le monde le sait. Mais les gens sont tellement accueillants, chaleureux et sympathiques qu'on ne peut qu'aimer cette ville. Et il se trouve qu'à 1 mile de la chambre 14D de la Fenn Tower de Cleveland State University, où je résidais, se trouvait dans le prolongement d'Euclid Avenue, celle qu'on appelait encore à l'époque la Q Arena, la salle de basketball de la mythique franchise des Cleveland Cavaliers. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite. Ainsi, le 25 janvier 2012, j'assistais dans une salle à moitié vide à un Cavs-Knicks qui ne restera pas dans les annales. Mais ça, je m'en foutais un brin puisque je découvrais un jeune meneur rookie pétri de talent qui était un certain Kyrie Irving. Je pourrais encore vous parler des heures durant de mon amour pour les Cavs, du I'm Coming Home du 11 juillet 2014, des larmes que j'ai lâchées un 30 octobre de cette même année, des abusés que j'étais de ne pouvoir être présent dans la salle pour le retour du King. Bordel, rien que de revoir cette intro, sans déconner, j'en ai des frissons. Ou même encore de ce putain d'épique Game 7 des Finals de 2016. Alors certes, Cleveland restera à jamais la capitale de la loose des sports américains. Si la FFL avait une ambassade en Amérique du Nord, elle serait forcément implantée là-bas. Mais merde, cette bague, peut-être la plus grande de l'histoire de ce sport, rien ni personne ne pourra nous la retirer. Elle trônera à jamais dans nos cœurs et sur nos annulaires, pour l'éternité. Sauf que si vous êtes abonné à cette chaîne, ce n'est très certainement pas pour écouter mes souvenirs d'anciens combattants, mais plutôt parce que vous cultivez les plaisirs hédonistes liés au vin. Or, il se trouve que depuis quelques années, la quintessence de ce que notre pays a de plus beau à offrir a envahi l'univers de la balle orange. Bref, aujourd'hui, on va parler de la love story entre le vin et la NBA. Alors, si en France les ambassadeurs du vin les plus connus sont des célébrités jeunes et dynamiques telles que Pierre Arditi, Bernard Pivot, Cali ou Gérard Depardieu, aux États-Unis, les millennials n'ont malheureusement pas cette chance puisqu'ils sont obligés de se coltiner très régulièrement les stories de Carmelo Anthony, Stephen Curry, Dwayne Wade, Draymond Green ou encore d'un certain LeBron James. Il y a quand même de quoi faire un 5 majeur assez sérieux. Tu rajoutes Coach Popovich qui est connu pour être lui aussi un grand amoureux du vin et alors là... Oh l'équipe all-time! Mais comment diantre cette déferlante du vin a-t-elle bien pu arriver en NBA? Oui, parce que si on y réfléchit, sur le papier, ce sont des sportifs, donc alcool et sport, mauvais délire. Les États-Unis sont historiquement un pays consommateur de bière et de spiritueux. Leur intérêt pour le vin reste encore relativement récent. De plus, en 2020, 75% d'entre eux étaient, je m'excuse pour le fichage ethnique, d'origine afro-américaine, et je m'excuse encore pour le cliché, mais nombre d'entre eux sont issus de quartiers assez difficiles ou ont connu des enfances assez chaotiques. Je pense notamment à LeBron James, qui est issu d'une famille monoparentale et d'un milieu plutôt précaire, ou même encore pire à Jimmy Butler, qui s'est fait mettre dehors à l'âge de 13 ans par sa propre mère. Ce que je veux dire par là en prenant ces deux exemples, c'est que je ne suis pas sûr que, à l'instar de nous autres Français, ils aient connu énormément de dimanches en famille avec les grands-parents qui faisaient leur éducation du vin autour d'une poule au pot ou d'un gigot de 7 heures. Alors que pourtant ce sont deux gros férus de vin. Donc pour répondre à cette question, il va falloir effectuer un rapide retour en arrière et nous pencher un peu sur la sociologie de la NBA. Dans l'ère moderne de la ligue, donc grosso modo la fin des années 70, début 80, c'était Cocaine-land. Alors attention, je suis pas en train de vous dire que le vin et l'acé c'est la même chose. Je voulais juste vous faire une rapide remise en contexte pour vous expliquer d'où est-ce que nous partions. Et de la poudre, il y en avait absolument partout. Il suffit de lire le plus grand livre de basketball de tous les temps selon Trash Talk pour s'en convaincre, puisque l'ouvrage regorge d'anecdotes à ce sujet. Je pourrais ainsi vous parler du commentateur sportif Art Rust Jr. qui lâcha la célèbre punchline « Si la coke était de l'hélium, la NBA tout entière flotterait dans les airs ». Des Bulls des débuts de Jordan qui était surnommé le cirque itinérant de la cocaïne, des soirées du Showtime de Los Angeles où selon le propriétaire du Forum Club, c'était comme dans Scarface, avec la pile de coke sur le bureau. De l'overdose fatale qui coûta la vie à Len Bias, deuxième choix de draft 86 et à qui on prédisait une carrière all-time, ou même encore de Karim Abdul-Jabbar, qui avouera plus tard s'être défoncé au LSD. La dope était partout, et en 1979, un ancien joueur estimait même officieusement que 75% des athlètes tapaient. L'image de la ligue était alors au plus bas, et en 1981,
4 des 6 matchs des finals opposant les Celtics aux Rockets furent même diffusés en décalé. Mais en 84, l'aujourd'hui emblématique mais alors néo-commissionnaire David Stern débarque et va faire un immense ménage dans la ligue. Les substances illicites disparaissent alors petit à petit des vestiaires, mais ce n'est pas pour autant que les athlètes s'assagissent. Alors évidemment, si vous intéressez à l'histoire de ce sport, vous connaissez forcément les mythiques Bad Boys de Detroit et son iconique bourreau qui était Bill Laimbeer, et vous savez donc que c'était une époque où cela jouait dur. C'était violent, ça s'envoyait des grandes patates de forain à la moindre occasion, c'était les années 90 et, ça va sans dire, tous ces grands gentlemen s'encanaillaient après les rencontres à coups de grands godets, bref, c'était l'ère de la bière. Et puis le 17 octobre 2005, désirant vendre la NBA à l'international et échaudé par la funestement célèbre baston de rue du Malice at the Palace, ainsi que par un certain Alan Iverson dont le style était jugé trop street, David Stern décide d'instaurer le fameux dress code. Le costume cravate est alors de mise, tenue correcte exigée, et les joueurs sont strictement encadrés dès leur entrée dans la ligue. On les forme pour leur apprendre à gérer leur argent, leur carrière, leur entourage et leur santé. En résumé, les joueurs de NBA deviennent les nouveaux aristocrates / bourgeois de l'Amérique des années 2000. Et qui dit gentrification dit art de vivre, et qui dit art de vivre dit vin. Du moins, c'est mon analyse kebab de la sociologie de la ligue. Vous pouvez très bien penser que j'ai pris des raccourcis faciles, mais je pense plutôt être dans le juste. Sauf que boire du vin, ça n'induit pas forcément qu'on s'y intéresse. Par exemple, chez nous, d'après un sondage Vin et Société, 51% des Français admettaient être des consommateurs occasionnels, mais en même temps, 71% reconnaissaient ne pas s'y connaître. Mais pour le coup, et c'est la raison pour laquelle je tenais vraiment à vous faire un épisode sur le sujet, il me semble que les superstars de la NBA sont de vrais connoisseurs, comme on dit outre-Atlantique, et qu'on est bien loin du simple épiphénomène. J'ai été assez impressionné tout au long de mes lectures et de mes stalkages de comptes Insta de constater à quel point les joueurs s'étaient pris de passion pour le vin. Le 18 février 2018, ESPN se fendait d'un papier intitulé « À l'intérieur du club de dégustation secret de la NBA » qui commençait tel un roman sombre de Cormac McCarthy avec un LeBron James arrivant en plein cœur de l'iconique Napa Valley sur les terres du domaine Mayacamas. Une exploitation se remettant tout juste d'un brasier infernal qui avait failli la réduire en cendres. Reçu en grande pompe et accompagné alors de ceux qui deviendraient ses derniers coéquipiers aux Cavaliers, il déguste en guise d'apéritif une coupe de l'emblématique champagne Dom Pérignon, millésimé 2006. Le roi propose un verre à Cedi Osman. Guerre emballée. Tant pis. Ça en fera plus pour moi, répondit le GOAT. Un Gérard enthousiaste s'exclame « Ce vin sent le beurre !» au moment où le personnel de Mayacamas était en train de présenter leur cuvée de Chardonnay 2015. Les autres sont impressionnés. Rares sont les dégustateurs présentant autant d'intérêt pour le vin. D'ailleurs, d'après les dires de cet article, selon tous les professionnels de l'industrie, vignerons, sommeliers ou encore grands collectionneurs, en 2018, la franchise la plus mordue de Pinard était sans conteste les Cavaliers. Et du coup, on a peut-être enfin un début d'embryon d'explication à ceci. Kevin Love, qui a été élevé dans l'Oregon, aimait s'enorgueillir de la grandeur des pinots noirs de cet état. Le pinot noir étant pour les néophytes qui tomberont sur cette vidéo, la variété reine des rouges de Bourgogne. Dwayne Wade, bien qu'il ne fit qu'un passage éclair aux Cavs, est un grand amoureux de Riesling qu'on retrouvera chez nous en Alsace ou chez nos voisins allemands en Moselle. En rouge, il préfère les vins tanniques de la Napa Valley et a même lancé une ligne intitulée D. Wade Cellars, la palme revenant à Channing Frye, qui était un peu le sommelier de la franchise. Fou de vin, il s'est même associé avec Kevin Lamour pour lancer au cœur de l'Oregon une winery intitulée Chosen Family Wines. Mais si les Cavs de l'époque étaient imprenables hors terrain autour d'une quille rouge, la compétition restait féroce. Selon Baxter Holmes, qui a rédigé ce papier, Jimmy Butler s'est rendu au JO de 2016 avec une caisse de pinot noir. Stephen Curry est un dingue de Bordeaux et a même lancé son domaine. Quant à Kevin Durant, outre sa curiosité débordante pour le terroir, il aime fêter ses grandes victoires avec des Bourgognes à la hauteur de ses exploits. Cependant, le wine godfather de la NBA reste Carmelo Anthony. En effet, l'ex-franchise player des Knicks est peut-être le visage du vin dans la ligue. C'est d'ailleurs lui qui, en 2011, lors de son transfert de Denver vers New York, lança ce fameux club de dégustation secret de la NBA. Le principe était simple, réunir des amateurs pétés d'oseille autour de dîners dont le thème était « Dimanche autour de 2 bouteilles », où chaque convive ramenait, comme son nom l'indique, 2 quilles d'exception. La valeur des cuvées ouvertes ces soirées-là, frôlant allègrement avec le $1 million. D'ailleurs, selon Gabrielle Wade, l'épouse de Dwayne, aujourd'hui en NBA, plus personne n'est impressionné par votre portefeuille d'actions, vos grosses maisons ou vos bijoux. Celui qui marque des points, c'est celui qui rapportera la meilleure bouteille de vin. Vous l'aurez compris, et c'est inhérent à la culture états-unienne, mais il y a forcément une part de consommation ostentatoire. Maintenant, je reste assez permissif sur le sujet car d'une, le marché américain et son système absolument ubuesque de three-tier system est tellement fermé. Un jour, il faudra que je vous fasse un épisode là-dessus. C'est d'un bordel que forcément, avec de telles barrières à l'entrée,
il est bien plus ardu d'aller dénicher de la pépite, là où nous autres Français, avec près de 66 départements viticoles à proximité et un marché bien plus permissif, eh ben c'est sûr qu'il est plus facile pour nous d'aller chiner la perle rare. Et puis de deux, eh bien ces mecs sont multimillionnaires, donc forcément, ils boivent des flacons de mecs multimillionnaires. Grâce au travail de veille de Benjamin, de l'agence Maï Balthazar, j'ai pu avoir accès au screen de quelques stories Insta des superstars de la balle orange, et on verse évidemment dans ce côté buveur d'étiquette. Buveur d'étiquette étant un terme un brin péjoratif de l'industrie, visant à désigner les connaisseurs qui ne jurent que par les gros noms. Et à la grande question, qu'est-ce qu'on mange? Je dirais surtout, qu'est-ce qu'on boit? Une belle bouteille de Château Yquem 1892, et alors là, une belle bouteille bien française, tu vois, ça je suis chaud. Et des belles bouteilles, les pontes de la Ligue en raffolent. Allez, comme ça, en vrac, Devin Booker a tourné une vidéo pour GQ où il a été pris en flagrant délit de dégustation d'Opus One. Ce flacon étant la cuvée iconique de la Californie, co-signée par Robert Mondavi et le château Mouton Rothschild. Jimmy Butler est un fan invétéré de la cuvée Sassicaia de la Tenuta San Guido, celui-ci étant tellement dingue de ce vin qu'il est même allé jusqu'à réaliser une vidéo sur sa propre chaîne YouTube où il part à la découverte de la propriété. Draymond Green est allé rendre visite au Cos d'Estournel, célébrissime deuxième grand cru classé de Saint-Estèphe, et lorsqu'il a participé au podcast What's in Your Glass, qu'est-ce que tu bois en français, de l'ami Carmelo Anthony, il avait choisi un grand cru de Bourgogne, un Chambertin Clos de Bèze 2014. Son coéquipier Stephen Curry s'envoyant lui un Sauvignon blanc de sa propre production. Richard Jefferson s'est ouvert la mythique La Mouline 98 en côte rôtie de chez Gigal, et Shining Fry a fait un petit tour chez Petrus. Alors que moi, bizarrement, j'ai jamais été invité. Et le King, quant à lui, outre le fait qu'il confessait boire quasi quotidiennement, LeBron n'hésite pas à partager ses moments de dégustation autour d'un légendaire Sauterne Château d'Yquem 2001 ou d'un Mazy Chambertin des Hospices de Beaune 2012. Un petit Lafite 2014 pour la forme, un grand cru Clos de la Roche d'Olivier Bernstein pour se mettre en jambe, un Latour 2001 avec un risotto de poulet, ce qui, entre nous, n'est pas le meilleur des accords au monde, un Château Palmer 99 d'appellation Margaux parce que pourquoi pas, un Nuit Saint-Georges premier cru au Torret 2017 de chez De Montil parce qu'on n'est pas des sauvages, ou encore un Château Pontet-Canet 2015, un domaine implanté à Pauillac, dont LeBron est un très grand amateur, puisque l'ayant mis à plusieurs reprises en avant sur ses stories Insta. Enfin, sachez que pour ses 37 ans, il s'est ouvert une Latache 2003, son année de draft, du mythique domaine de la Romanée-Conti, avant de claquer quelques jours plus tard une performance absolument all-time contre les Blazers de Damian Lillard. Et là vous allez me dire, attends, Loïc Geoffrey de Vinstache. Est-ce que tu serais pas en train de nous dire que l'une des superstars d'une des ligues sportives les plus puissantes au monde, qui provient elle-même de la première puissance économique mondiale, et accessoirement premier pays d'export pour le vin français, est un dingue de pinard? Mais faut trouver un moyen de capitaliser là-dessus, mon monsieur Geoffrey! Eh ben imaginez, je sais pas, au hasard, que l'attaquant vedette de l'équipe championne du monde de football, probable futur multiple ballon d'or et donc probable futur plus grand joueur de la planète, déjà suivi par près de 63 millions de personnes sur Instagram, décide de partir saluer LeBron, 106 millions d'abonnés sur Instagram, et que, pour sceller leur rencontre, il lui offre un Château Lafite 84, année de naissance du King. Eh ben... Il faudra peut-être qu'on en parle, non? Ouais, je crois. Faut qu'on en parle. Ah mais non, j'oubliais que dans le supposé pays du vin, de par la loi et vins, il est absolument impossible de parler de manière positive de vin. Alors je veux bien qu'il soit crucial d'avoir un cadre législatif autour du vin qui contient de l'alcool, qui reste une drogue, qu'on le veuille ou non, je le répète, mais quand même. Parce que quand Kylian Mbappé Lotin rencontre LeBron Reynolds James, eh bien ça se passe autour d'une quille mythique de Bordeaux, et moi ministre du vin, eh bah putain, je peux vous dire que la planète entière en aurait entendu parler. Là demain, le poste secret, vous savez ce que je ferai? Je te ramène Tony Parker et Boris Diaw qui ont un vrai intérêt pour le vin. Je te rajoute un peu Evan Fournier aussi qui a l'air de s'y intéresser. Je te mets les deux groupies que sont Kylian Mbappé plus Antoine Griezmann, et après je ramène toutes les stars de la Ligue à l'Elysée et je régale sur le pinard. Je te retransmets l'événement en live sur Twitch. D'ailleurs, pour ceux qui veulent jouer les prolongations, juste après la diffusion de cet épisode, je lance un live sur ma chaîne, et je fais réaliser un épisode de The Shop par la boîte de production de LeBron James, et là la planète entière sera au courant que les plus grands vins sont français. Alors oui, dans une époque de décroissance et de tension autour du prix du gasoil, je me doute que ça jaserait. Mais pour rappel, cours d'économie de première, d'après le carré magique de Nicolas Caldor, pour qu'une économie soit pérenne, il vous faut de la croissance, un taux de chômage bas, une inflation faible et une balance commerciale équilibrée. Or, depuis l'an 2000, notre balance commerciale extérieure est constamment dans le rouge. Donc, quand on sait qu'en 2018, nous en exportions pour 9,36 milliards de pinards, dont 1,7 milliard rien que sur le marché états-unien, que notre balance totale sur le marché du vin était dans le vert de 8,5 milliards et même de 11,83 milliards si on rajoute les spiritueux, classant ainsi notre secteur comme le troisième poste excédentaire de la balance commerciale française, derrière l'aéronautique et la parfumerie. Alors oui, peut-être serait-il pertinent de s'intéresser à l'amour que portent les superstars de la NBA à notre boisson préférée. Non, je crois qu'on tient un truc, hein. Faut vraiment que j'envoie mon CV pour devenir ministre du vin.